le code USSD. Donc pour rappeler un peu les différentes composantes, donc l'USSD c'est vraiment un canal qui est très, très important sur le continent parce que les clients peuvent accéder aux services financiers sans avoir Internet. Malheureusement, donc effectivement, c'est des codes qui sont fournis par les opérateurs télécoms et parfois ils sont pas de bonne volonté. Donc les tarifs sont chers, ils mettent du temps à mettre à disposition les codes USSD et parfois même la qualité de service est assez dégradée. Donc là, plusieurs États mettent en place une libéralisation des codes USSD, comme c'est le cas par exemple au Mali, au Sénégal, pour justement prendre en compte le fait que ce canal-là est tellement important pour l'inclusion financière et l'accès aux différents services. Ce qui permet maintenant donc à certaines institutions d'avoir un accès contre une redevance annuelle. Et donc ce code USSD, pour une institution financière, donc bon, il y a des institutions financières qui optent pour des applications mobiles, mais c'est vrai que moi surtout pour une bonne partie de la population, l'accès à Internet continue à rester un problème, donc c'est quand même un canal qui est important et qui permet aussi de supporter d'autres types de services, donc que ce soit la consultation de solde, mais aussi donc le bank to wallet, net to bank, enfin surtout le bank to wallet, on va dire, et puis donc d'autres services à valeur ajoutée. Donc ensuite, bon, je ne vais pas parcourir tous les types de services financiers digitaux qui peuvent faire partie d'objets de coopération, mais il y en a un qui semble important, donc c'est le crédit digital. Et sur le crédit digital, donc là j'ai pris l'exemple de la Côte d'Ivoire avec Momo Cash, où donc MTN avec l'institution de microfinance Bridge ont fait un partenariat pour pour proposer un crédit digital aux souscripteurs du mobile money MTN. Donc en général, pour le crédit digital, donc il y a un scoring d'éligibilité. Parfois c'est un scoring qui est fourni par l'institution financière puisque c'est elle qui porte le risque. Parfois l'opérateur télécom souhaite aussi développer son propre scoring. Donc ça fait partie des discussions qu'on peut avoir dans le cadre de la structuration de la coopération. Et puis, donc souvent, c'est le télécom ou le mobile money qui va gérer toute la relation client, le marketing. Et souvent l'institution de microfinance ou l'institution financière au sens large va rester un peu en arrière-plan, ce qui peut poser problème dans certains cas. Et par exemple, donc quand on regarde le fonctionnement d'un crédit digital, donc il y a toutes les étapes de la demande, l'utilisation des données pour faire le scoring. Donc souvent, ce sont les données qui sont les données de l'opérateur télécom, qui sont soit les transactions mobile money, soit l'utilisation du téléphone. Donc ils vont être utilisés pour faire un scoring. Donc ensuite, le crédit va être décaissé sur le wallet. Mais dans les discussions avec les opérateurs, il y a une étape qui va être très, très importante et qui souvent ne pas traiter à la hauteur de son importance, c'est la partie remboursement. Puisque donc, c'est l'institution financière qui porte le risque, c'est elle qui va s'occuper aussi du recouvrement. Et par exemple, on peut avoir des cas où les opérateurs télécoms ne souhaitent pas donner accès au numéro de téléphone ou aux données personnelles de leurs clients, ce qui en fait va compliquer énormément les choses pour les institutions financières, voire rendre impossible le recouvrement de ces crédits-là. Et puis, ce que je voulais aussi donc dire sur le crédit digital, c'est aussi donc, parfois une problématique de non-alignement entre les deux partenaires. Par exemple, si on prend le cas d'une microfinance avec une mission sociale et une mission de soutenir
des entrepreneurs avec des crédits plutôt productifs. Là, le crédit digital, et pour les télécoms, ça va être plutôt des petits crédits de consommation, ce qui est une perspective très différente et qui peut avoir aussi des implications en termes de la façon dont le produit va être proposé au client et dont il va être traité. Par exemple, un opérateur télécom peut avoir une communication très agressive pour attirer un maximum de clients au crédit digital, et ce qui peut être très désaligné, je ne sais pas si ça se dit, avec les valeurs de l'institution financière. Donc effectivement, il y a beaucoup de sujets sur lesquels faire attention. Donc sur les domaines de collaboration, alors c'est des domaines, il y en a beaucoup, on va dire, entre une institution financière et un opérateur télécom. Donc j'ai mentionné l'USSD, qui est mise à disposition par l'opérateur. Je peux prendre les questions après ? Merci. Donc il y a le menu USSD qui est mis par l'opérateur. Sachant que là, on parle d'opérateur, mais dans de nombreux pays, il y a aussi des acteurs qui sont complémentaires, on va dire, par exemple des agrégateurs qui vont faire en sorte, qui vont proposer leur propre code SSD et qui vont agréger l'accès au menu SSD des différents télécoms. Donc il y a aussi des moyens de contourner l'opérateur jusqu'à un certain point. Donc il y a l'intégration avec le mobile money, donc qui permet de faire justement le bank to wallet et le wallet to bank, donc le transfert depuis un compte depuis le compte de l'institution financière vers le compte de mobile money et inversement. Et ce qui effectivement pour l'institution financière va permettre notamment plus de dépôts, le remboursement de crédit par ce canal-là, voire au sens plus large, une utilisation plus importante de leur compte et donc la fidélisation des clients. Ensuite, donc, ce que j'ai mentionné, le crédit digital et l'épargne digitale. Et ensuite, donc, il y a d'autres domaines de coopération qui sont un petit peu plus secondaires, on va dire, dans le sens où ce sont pas des services qui sont offerts directement aux clients de l'institution financière, ou de façon un peu moins directe. Mais néanmoins, elles sont là. Donc, par exemple, certains opérateurs proposent de faire des versements bulk. Donc, une institution financière peut faire un batch, donc de nombreux virements depuis un compte vers les comptes de mobile money. Donc ça, par exemple, ça peut être utilisé par des entreprises qui souhaitent payer leurs salariés comme ça, ou dans des coopératives qui payent leurs producteurs. Il y a aussi donc certaines institutions agissent comme un agent de mobile money, c'est-à-dire qu'un client mobile money pourra venir faire un dépôt ou un retrait dans l'agence de l'institution financière. Et parfois, ce sont même des agents qui viennent faire le dépôt ou le retrait pour alimenter leur flotte. Il y a aussi donc des crédits que l'institution financière peut faire aux agents du télécom. Et donc finalement, un sujet qui est un peu plus transverse, donc les opérateurs qui vont faire des dépôts dans l'institution financière. Donc c'est pas exhaustif parce qu'il y a toujours des nouvelles idées qui émergent. Néanmoins, il me semblait important de rajouter les différents types de partenariats, parce que quand on va parler de collaboration sur un sujet, finalement, il y a des façons aussi de contrebalancer certaines asymétries en mettant en avant d'autres propositions. Et par exemple, une institution financière qui peut mettre sur la table du cross-selling aux agents d'un opérateur télécom, finalement, elle va apporter une nouvelle dimension à la coopération et avoir quelque chose de plus intéressant pour eux. Peut-être juste avant de rentrer dans
dans la deuxième section, donner un peu de perspective aussi sur les télécoms et leurs enjeux. Puisque donc aujourd'hui les télécoms et les opérateurs mobile money de façon plus globale, en fait, elles souhaitent se diversifier et souhaitent aller vers plus de rentabilité sur leurs services. Aujourd'hui, les opérateurs sont toujours très dépendants sur les transferts personne à personne et sur le cash-out. Je crois qu'à peu près 80% de leurs revenus continuent à provenir d'ici. Et on voit qu'en fait, ils sont très exposés à la concurrence sur ces activités-là. On l'a vu par exemple avec l'arrivée de Wave en Côte d'Ivoire et au Sénégal, où en fait tous les tarifs des télécoms ont été impactés à la baisse, donc ce qui réduit leur marge. Et donc pour eux, clairement, un enjeu, c'est d'aller vers d'autres services, d'aller vers des services à plus forte valeur ajoutée. Donc il y a déjà tous les services de paiement de factures, et effectivement, il y a aussi les services financiers. Donc c'est pour ça que c'est un élément qui est important pour eux. Aujourd'hui, souvent sur le crédit, sur l'épargne, en fait, réglementairement, ils n'ont pas la capacité de le faire seuls. Donc ils ont besoin aussi des institutions financières pour ça. Aujourd'hui, donc selon le rapport de GSMA, qui est l'association des opérateurs télécoms, selon le dernier rapport, environ 30% des opérateurs ont déjà un crédit digital, mais d'autres regardent avec intérêt ce produit-là. Donc clairement pour eux, c'est un sujet d'intérêt et ils sont à la recherche de partenaires qui veulent avancer avec eux. Même si de leur côté, ils continuent aussi à développer d'autres types de services qui ne sont pas en lien avec les institutions financières. Par exemple, le M-Pesa au Kenya, donc, qui a été le premier gros boom de mobile money il y a pas mal d'années maintenant. Ils sont en train de créer ce qu'ils appellent une super app, donc, qui est une application qui permet justement d'avoir accès à énormément de services comme les transports publics, les paiements de frais scolaires, les crédits, l'épargne. Donc pour vraiment offrir tout un ensemble de services digitaux à leurs clients. Donc les bénéfices pour les partenaires, donc il y en a beaucoup. Hein. Ce qui est important, effectivement, c'est de voir que pour chacun des services, il y a des bénéfices pour chacun qui sont pas forcément alignés et parfois les bénéfices vont être plus importants pour l'un et parfois le service va être beaucoup plus critique pour l'autre. Donc par exemple pour le menu SSD, pour les institutions financières, ça va être très critique, alors que pour les opérateurs télécoms, c'est surtout une façon de générer quelques revenus, mais c'est vrai que ça n'a pas autant d'importance pour eux. L'intégration avec le mobile money, donc là encore pour les institutions financières, c'est vraiment un service clé, puisque ça permet d'avoir un meilleur accès et puis de bénéficier de points d'accès à travers les agents. Et pour les opérateurs, donc c'est générer les revenus et donc accroître l'utilisation du mobile money. Et ça, effectivement, c'est un point qui est important, parce qu'aujourd'hui, les opérateurs de mobile money, en fait, ils ont aussi un enjeu de rendre leur base client plus active. Parce qu'aujourd'hui, le taux d'activité des utilisateurs de mobile money est finalement assez bas. Ils ne se connectent pas. Il y a une partie de la population qui utilise beaucoup, et puis il y en a environ 30% qui se connectent au moins une fois par mois. Ce qui n'est pas énorme, en tout cas pour les opérateurs. Avoir ces services à valeur ajoutée, c'est aussi une façon de réactiver leur base. Et c'est aussi le cas pour les services financiers digitaux. Et puis, donc sur les autres, je vais assez vite parce qu'on n'a pas le temps d'aller dans tout le détail. Mais voilà, ce qui est important de retenir, c'est que les domaines de collaboration sont nombreux. Et puis, en fait, pour chacun des domaines de collaboration,
il y a des bénéfices pour les institutions financières, mais il faut aussi avoir en tête que ces bénéfices-là, enfin il y a aussi des bénéfices qui, effectivement, là il peut y avoir une asymétrie, mais il y a toujours des bénéfices et toujours des raisons pour les opérateurs télécoms d'y aller. Et pour le coup, ces exemples-là, c'est des exemples concrets, donc c'est c'est vraiment des cas où les opérateurs télécoms ont eu un intérêt à s'associer avec des institutions financières. Est-ce qu'il y a des commentaires peut-être ou d'autres bénéfices que vous voyez dans les partenariats avec les télécoms? On peut rester sur les bénéfices. Voilà, si on peut donner des services à distance, ça peut avoir un impact sur l'exploitation. Alors c'est un sujet un peu différent de notre formation, mais disons que l'apport des services financiers pour les institutions financières, c'est un sujet qui n'est pas simple. Et déjà, il faut distinguer les différents types de partenariats. Donc, par exemple, quand on va regarder le crédit digital, là, par exemple, c'est assez facile de mesurer l'apport que ça peut avoir. Sur le wallet to bank, le bank to wallet, c'est un petit peu plus complexe parce que ça a un coût pour l'institution, puisque elle va payer souvent la session USSD, mais elle va aussi payer des frais sur les transactions, qu'elle peut répercuter sur les clients ou non. Mais après, c'est aussi un sujet plus large d'optimisation du réseau de distribution, puisque un client qui pourra plus faire de transactions à distance, il va aussi moins venir en agence. Et c'est aussi un sujet à prendre de façon plus globale. Pour compléter ce qu'il dit, en fait, c'est de dire aujourd'hui, on peut implanter des clés en zone rurale qu'on ne pourrait peut-être pas avoir si on n'était pas. Exactement. Donc c'est plus, en fait, c'est de se dire je ne vais pas créer une agence dans une zone rurale et je peux passer par ce canal-là qui me coûtera moins cher que le temps. Oui, tout à fait. Tout à fait, c'est un enjeu très important. Je pense que l'autre avantage aussi, c'est de maintenir l'activité dans des zones inaccessibles, dans des pays comme le Burkina, marqués par l'insécurité. Donc on peut continuer à servir les clients à travers ces canaux digitaux. C'est aussi un avantage à vraiment souligner. Tout à fait, et puis pour faire le lien avec la thématique plus globale de nos journées de l'académie et le sujet du changement climatique, on voit aussi que dans des situations de catastrophe, finalement le moment de monnaie et les transferts, c'est aussi un outil qui est très important pour aider les personnes qui sont impliquées. Juste à revenir un peu à la question du coût, on externalise à travers ça aussi un peu donc des gestions de liquidité de notre côté, qui passera plutôt par les réseaux d'agents, on dit. Donc tout ça, en fait, ça contribue quand même à une réduction des coûts, parce qu'en fait, de toute façon, que ce soit les sessions USSD, que ce soit ce que le client a payé vers le télécom, on a bien l'habitude de passer sur le client. Ah oui, effectivement, ça fait un coût pour le client, et à la fois, entre se déplacer 50 km ou faire une transaction mobile, il n'y a pas de souci. Donc, pour autant que cette question pourrait faire des débats dans la littérature, je dirais que sur le terrain, c'est assez concret, c'est assez avantageux côté coût. Merci. Alors, pour passer maintenant sur l'autre aspect un peu moins positif de la coopération avec les opérateurs télécoms, il y a des risques, évidemment. Donc, si on regarde une typologie de risque assez classique, donc on a le risque stratégique, le risque de crédit, tous les risques opérationnels, avec notamment les risques de fraude, les risques technologiques, etc. Donc on a le risque réglementaire, le risque de réputation et puis donc les risques financiers.
Et donc, ce qu'on ne voit pas très bien, c'est le risque de partenariat. Et en fait, il y a une question de comment on l'appréhende. Est-ce que c'est un risque à part ou est-ce que finalement il recouvre l'ensemble des autres risques, puisque quand on va avoir un partenaire, on va se reposer sur lui sur la partie technologique, le service client va être impacté. On a vu tout à l'heure, le recouvrement va potentiellement être plus complexe. Donc finalement, de mon point de vue, par exemple, j'aurais tendance à dire que le risque de partenariat, il touche à différents types de risques, y compris donc le risque réputationnel et le risque stratégique, puisque en fait, les clients ne font pas toujours la différence entre qui a dysfonctionné ou qui a mal géré sa partie de responsabilité. Donc, en termes d'impact potentiel pour les institutions financières, donc, il y a l'insatisfaction des clients, la baisse d'utilisation des services, l'atteinte à la réputation des institutions financières et donc éventuellement la perte de revenus. Et je pense que tous sont extrêmement importants et critiques. Donc notamment sur la baisse d'utilisation des services, c'est aussi quelque chose qui est très difficile ensuite de rétablir, puisque un service qui fonctionne mal, même si c'est du fait du partenaire, en fait, le client ne va pas l'utiliser. Et c'est aussi difficile de faire revenir les clients une fois qu'ils ont une mauvaise expérience. Juste une question sur ça. Est-ce que vous avez parlé à un moment donné de la question de confidentialité? Oui, je vais en parler. Peut-être sur le risque de partenariat, c'est aussi par le fait que il y a 1, 2, 3 opérateurs dans un pays. En fait, je veux dire, le partenariat il est très déséquilibré finalement. Oui. Et donc, de toute façon, on est dépendant de cela. On ne trouve pas d'autres OT. Voilà. Donc, et ça, c'est à tout moment, c'est pas nous impacter. Tout à fait, et je pense qu'une des bonnes pratiques, c'est aussi de diversifier autant que c'est possible, de ne pas avoir un partenariat avec un seul des opérateurs pour pouvoir négocier, mais aussi pour avoir une alternative en cas de qualité-service dégradée. Et effectivement, il y a cette donnée avec laquelle on est obligé de faire pour l'instant. Il y a une asymétrie et sur certains aspects, les institutions financières doivent subir un petit peu les opérateurs télécoms. Mais on va voir aussi qu'il y a des moyens de répondre à ça et de mettre en place certaines choses pour atténuer ça. Donc je voulais vous montrer quelques exemples. Par exemple, donc une institution financière qui a un bank to wallet, wallet to bank, et puis donc l'opérateur télécom suspend le service. Je voulais avoir votre avis. D'une part, comment est-ce que vous réagissez, et puis d'autre part, si on peut revenir un peu avant cet événement. Comment est-ce qu'on aurait pu éviter ou mitiger cette situation? Mais oui, on vient de le dire. Je pense que la meilleure solution, c'est toujours envisager d'avoir un autre choix. C'est-à-dire que si on décide d'y aller dans ce type de partenariat, il faut envisager s'il y a plusieurs opérateurs de télécom qui le font, peut-être de prendre 2. Et peut-être les mettre en concurrence au guichet. Ça peut nous prémunir au cas où l'un se retire, de rester avec d'autres et les clients qui viendront pourront toujours être satisfaits. Le deuxième aussi, même si on insiste parfois là-dessus, c'est aussi la qualité des contrats que nous mettons en place. Parce qu'il faut des clauses qui sont assez fortes et qui peuvent décourager une partie contractante qui voudra s'en aller comme ça par tel. Il faudra que celui qui veut partir ou entrer en relation envisage quand même aussi le préjudice qu'il devra payer l'autre partie. Je pense qu'il y a toujours la possibilité de se prémunir. D'ailleurs, dernier lieu quand même, je ne pense pas qu'un opérateur
à ce type de service sans une bonne cause, parce que eux aussi finalement ils cherchent quand même le business. Oui, bien sûr. Donc tout dépendra aussi de comment on va organiser la gouvernance de la relation, et si elle est bonne, peut-être que les parties comme ça, nous donneront un préavis qui nous permettra d'envisager une solution de substitution. Voilà les trois idées qui viennent à la tête. Oui, oui, tout à fait. C'est ce que j'allais compléter effectivement après vos deux premières idées, de bien s'assurer aussi contractuellement qu'ils informent avant toute coupure, parce qu'il y a aussi parfois des manquements de ce type. Et donc par exemple là, dans l'immédiat, ce qu'une institution financière peut faire, c'est donc déjà de lancer une communication urgente auprès de ses clients. Et puis ensuite, donc si les discussions avec l'opérateur n'aboutissent pas, de remonter aussi la problématique au régulateur, voire contacter les autres institutions financières qui sont impactées pour le faire ensemble. Et puis, donc effectivement, pour éviter, je pense que les trois idées que vous avez données sont excellentes. Alors, le deuxième exemple que j'avais, c'était pareil sur le wallet to bank. Avec le temps, la qualité de service se dégrade. De nombreuses transactions échouent. Et donc en fait, il y a eu plusieurs allers-retours dans tous les sens, parce que l'institution financière pense que le problème vient du partenaire. Là en l'occurrence, c'est pas un opérateur télécom, c'est un agrégateur dans cet exemple-là. Mais c'est aussi des choses qui peuvent arriver avec un opérateur. Et donc l'agrégateur dit que le problème, c'est pas lui, c'est les clients qui font des demandes de façon répétitive et qui surchargent le système. Donc on voit bien la situation où chacun se renvoie la balle. Donc en fouillant, en mettant quand même quelques temps pour analyser les différentes transactions, l'institution découvre qu'en fait la principale raison des échecs, c'est que il n'y a pas un niveau de liquidité suffisante dans le compte technique, ce qui fait que certaines des opérations sont bloquées. Donc là, je vous pose la même question. Comment est-ce qu'on peut réagir et comment est-ce qu'on peut éviter ce genre de situation? La remarque antérieure, elle est très vague encore ici. Mais nous, on est institution financière, quand on a un partenaire qui a un problème de liquidité, on va essayer de lui mettre en place peut-être une ligne, après avoir étudié en tout cas de quelle manière on peut l'accompagner financièrement pour pouvoir faciliter la disponibilité de la liquidité et puis poursuivre les transactions, ne pas les bloquer. Oui. Mais les remarques de tout à l'heure aussi, très vagues dans le contrat, oui. Les engagements de prestataires, tout ça. Tout à fait. L'implication vis-à-vis des clients, tout ça. Parce qu'effectivement, contractuellement et même dans le suivi du partenariat, il y a plusieurs choses qu'on peut mettre en place. On peut effectivement suivre le solde de ce compte-là. On peut aussi, là il y a eu un travail énorme pour aller creuser pour comprendre le résultat, mais on peut aussi avoir des reportings réguliers sur la qualité de service pour remonter, parce que là, en l'occurrence, l'institution a attendu quelques temps avant de prendre la conscience de l'ampleur du problème. Donc ensuite, il y avait aussi un exemple sur le crédit digital. C'est une institution financière qui a une coopération avec un opérateur qui propose un crédit digital. Et en fait, le nombre de transactions a augmenté très vite, ce qui fait que les liquidités et surtout les systèmes de l'institution financière ont été mises à mal parce qu'il y a beaucoup de petites transactions. Et ensuite, il y avait le problème de recouvrement, puisque l'opérateur ne voulait pas partager le numéro de téléphone des clients. Donc c'est propriétaire de ces clients-là. Et l'institution financière se retrouve dans une situation
ou elle ne peut pas s'adresser directement aux clients, enfin aux utilisateurs du crédit digital. Donc même question pour vous, comment est-ce que vous réagissez et comment est-ce qu'on peut éviter ce genre de situation? Je pense qu'il faut bander le contrat avant le lancement tel du produit crédit digital pour qu'au moins qu'on ait les contacts, les données en tout cas personnelles des clients qui nous permettent en cas d'impayé ou en remboursement de pouvoir avoir une manière de recouvrer ces clients-là. Ce que je vois sur le donc c'est vrai qu'on peut ne pas avoir anticipé ce point sur le contrat, trouver en tout cas un terrain d'entente avec l'opérateur pour pouvoir recouvrir. Et effectivement, je rajouterais aussi sur le recouvrement, une des bonnes pratiques, c'est aussi dans le contrat de rajouter un aspect de partage de valeur pour prendre en compte le risque, pour que ce soit aussi dans l'intérêt de l'opérateur de bien suivre tout le processus jusqu'au bout et ne pas se limiter à la partie marketing. Et finalement, là, dans l'immédiat aussi, ils peuvent demander à l'opérateur de stopper un petit peu la promotion du crédit pour repartir sur des bonnes bases. Et donc, dernier exemple voilà, c'est un exemple pour le Bank to Wallet, mais c'est valable pour l'ensemble des services qui sont proposés aux clients avec un partenaire. C'est les questions et les réclamations des clients. Donc là, c'est plus un exemple de bonne pratique, on va dire. Et c'est souvent le cas aujourd'hui avec les opérateurs qui ont l'habitude de faire ce genre de partenariat, ou des opérateurs qui font partie d'un réseau international comme Orange, MTN, etc. Aujourd'hui, ils ont déjà des procédures qui sont très claires sur qui fait quoi. S'il y a telle question, c'est l'opérateur qui traite. S'il y a telle question, il y a l'opérateur qui traite en premier et ensuite on va vers l'institution financière. Voilà, si le code PIN est bloqué, s'il y a une erreur de montant, enfin, tous ces cas-là, en fait, il faut bien les prévoir au moment de la signature du contrat et de la mise en place de toutes les procédures pour être sûr de tout couvrir. Donc sur les différents risques, pour résumer un peu ce qu'on a dit, sur les méthodes d'atténuation sur tous les risques, compatibilité de la stratégie et des objectifs des deux partenaires. Donc ça, c'est important et c'est quelque chose qui peut être matérialisé justement par des incentives ou le partage de risques. Donc c'est vrai que réglementairement, souvent c'est les institutions financières qui portent le risque. Néanmoins, dans les négociations, on peut intégrer le partage des bénéfices nets de risque. C'est aussi une façon de remettre ce sujet-là sur la table. Donc, négociation précise de l'accord de partenariat, on l'a vu, donc il y a énormément de choses qui passent par des clauses contractuelles. Et il s'agit de prévoir les différentes problématiques. Le contrôle de la qualité du service. Et il y a aussi le maintien d'un contact direct avec les clients, souvent, notamment dans le cas de crédits digitaux, d'épargne digitale. Le client ne voit que l'opérateur et pas l'institution financière. Donc, pour le recouvrement, ça peut poser problème, mais c'est aussi un manque à gagner pour l'institution financière qui pourrait justement profiter de cette nouvelle base de clients potentiels pour proposer ces services plus classiques. Voilà, est-ce qu'il y a des bonnes pratiques qu'on n'a pas mentionnées ici que vous voudriez partager? Peut-être, même si on n'en a pas parlé, il y a quand même aussi les assurances. Je pense que travailler avec les opérateurs télécoms, avec le mobile money, induit des risques. Et il vaut mieux, si on a déjà des contrats, notamment de global assurance ou
bien le global de Orange déclarer cette activité parce que les couacs là-bas sont assez fréquents. Les sociétés d'assurance ont toujours un moyen de circonscrire l'évaluation du risque dans un contrat. Mais on ne perd rien. On ne perd rien à souscrire à ce type d'assurance. Évidemment, l'avantage quand même, c'est que les opérations de mobile money se font individuellement à des montants moindres que les opérations de banque ou bien des opérations de banque classiques. Donc, une bonne couverture en assurance peut vous prémunir contre les opérations qui peuvent venir nombreuses. Bon, évidemment aussi, même en assurance, il y a les franchises aussi. Parce que l'assureur n'acceptera pas de couvrir des opérations de moins de 20 000 ou des 10 000. Mais c'est pour mieux. Le jour où il y a un poids qui touche à beaucoup de clients en même temps, la perspective d'une couverture par l'assurance, c'est ce qui arrive. Je vais ajouter celle-là parce que je l'ai pas vu avant. Merci. Alors on va donc aller sur la dernière partie de cette formation sur justement les étapes de construction d'un partenariat et donc les facteurs clés de succès. On va regarder justement les différentes étapes pour voir quelles sont les étapes qui sont critiques dans la construction d'un partenariat, parce que c'est quand même une collaboration qui peut être très, très fructueuse à différents points de vue. Donc que ce soit en termes de meilleur accès aux services pour les clients de l'institution ou l'optimisation du réseau de distribution ou encore potentiellement des nouvelles l'acquisition de nouveaux clients. Donc les étapes principales pour un partenariat, c'est l'identification du besoin stratégique. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment interne à l'institution. La recherche de partenaires. Donc souvent à cette étape-là, l'institution financière est plutôt sollicitée par un partenaire. C'est aussi important d'avoir un positionnement vis-à-vis de ce type de partenariat un petit peu en amont, parce que ça permet aussi de mieux aborder le partenariat. Donc, il y a les échanges sur les modalités de partenariat, sur les rôles de responsabilité, sur le partage de valeur. La contractualisation, qui est très importante, avec notamment la discussion sur la tarification et les pénalités. Pilote et implémentation. Donc pilote qui est aussi important dans l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure sur le crédit digital qui a été lancé et qui a explosé trop vite. Un pilote permet aussi de bien roder tous les processus et puis de maîtriser aussi les volumes. Ensuite, donc un suivi du partenariat qui peut être mensuel au début et puis trimestriel par la suite. Et finalement l'évaluation du partenariat et éventuellement le renouvellement ou la renégociation du contrat. Donc on va faire quelques zooms sur certaines de ces étapes. Par exemple, sur l'identification du besoin stratégique. Pour une institution financière, c'est vraiment important de comprendre aussi qu'est-ce que le partenariat va lui apporter et quelle sera la proposition de valeur pour le client et quel sera l'alignement avec le cœur de métier et puis la mission de l'institution. C'est ça aussi qui permet de bien définir les attentes vis-à-vis du partenaire. Et c'est vrai que ça, je dirais une des bonnes pratiques, c'est aussi de se poser la question en amont et non pas en réaction à une proposition. Ou alors ça peut être après plusieurs propositions de partenariat, vraiment de prendre le temps de réfléchir aux différents enjeux. Par exemple, sur le crédit digital, donc il y a certaines institutions qui ont ce type de réflexion et qui estiment que, par exemple, un opérateur télécom
un positionnement trop différent, trop agressif, ou trop sur des crédits de consommation qui peuvent avoir des conséquences néfastes sur le client, et qui peuvent décider justement de ne pas aller sur ce type de partenariat, d'aller chercher un autre partenaire plus responsable, entre guillemets, ou encore se concentrer dans un premier temps sur un crédit digital pour ses propres clients, et déjà roder tous les processus et les scores d'éligibilité pour ses propres clients. Donc ça peut être aussi un positionnement. Et puis, donc, ce qui est important aussi dans cette identification du besoin stratégique, c'est que ces partenariats, ce sont avant tout donc des enjeux métiers et des enjeux stratégiques. Et souvent, ce qu'on voit, c'est que les institutions financières sont sollicitées par un opérateur, et c'est souvent le service informatique qui prend le relais et qui avance. Et en fait, la question de comment ça s'intègre dans le dispositif des canaux global, quelle est la proposition de valeur pour le client, quelles sont les tarifications qui sont les plus intéressantes, comment ça s'intègre dans les processus. En fait, souvent, ça vient trop tard. Et donc, d'où l'intérêt aussi de bien traiter cette question au niveau métier. Donc voilà, je voulais vous donner un exemple sur une institution de microfinance. Donc là, ce n'était pas un opérateur, mais c'était donc une fintech qui avait contacté l'institution pour un nano-crédit et l'épargne. Donc bon, sur les fintechs, c'est un peu particulier parce qu'il y a aussi tout l'enjeu de business plan et de croissance estimée, parce que ça nécessite quand même des efforts du point de vue de l'institution financière. Et donc si une fintech n'a pas de portée suffisamment grande, en fait la rentabilité va mettre plus de temps à être réalisée ou pas du tout. Et donc là, dans la partie justement échange sur les modalités de partenariat, il y a eu énormément d'échanges justement et de challenge du business plan de la fintech. Et donc finalement, l'institution a décidé de ne pas poursuivre les discussions. Sur le crédit digital, donc pour donner quelques exemples de bonnes pratiques, donc bien discuter la vision long terme du projet et du produit. Donc parfois, effectivement, les opérateurs, par exemple, peuvent décider qu'ils veulent avoir leur propre scoring. Donc, par exemple, ça a été le cas dans une de mes expériences où donc, l'opérateur voulait bien commencer avec le scoring de l'institution financière, mais voulait le remplacer par le sien un petit peu plus tard. Et donc ça, voilà, c'est bien de l'anticiper, et finalement dans les négociations, c'est un point sur lequel l'opérateur a reculé, puisque c'est l'institution financière qui porte le risque. Discuter aussi la protection des clients et la prévention du surendettement. Donc ça, c'est aussi discuter de tous les sujets, de comment le crédit est présenté, quelles sont les informations qui sont mises en avant, quel est le niveau d'agressivité entre guillemets du marketing. Donc tout ça aussi, c'est des sujets qui sont à discuter avec le partenaire et à ne pas le laisser du côté du partenaire uniquement. Les incitations pour une gestion du risque optimale. Donc ça, on en a parlé, donc partage de valeur et essayer d'intégrer autant que possible le risque, en tout cas les bénéfices nets du risque. Et puis ensuite, donc dans les autres points qui peuvent être intéressants à discuter, c'est le recouvrement et le cross-selling. Donc le recouvrement, on en a parlé. Ça peut être par exemple de façon très concrète, l'opérateur qui fait les premières relances, mais au bout de 2-3 jours, c'est l'institution financière qui prend le relais. Et sur le cross-selling, c'est aussi quelque chose qui peut être discuté. Ou par exemple, ce qui peut se faire, c'est qu'à partir d'un certain cycle de crédit, là, l'institution financière peut aussi contacter le client pour lui proposer d'autres produits.
Donc c'est aussi des choses qui sont vraiment, ces échanges sur les modalités de partenariat sont clés parce qu'elles permettent aussi à l'institution financière de mettre plein d'options sur la table et finalement d'essayer d'équilibrer le partenariat en tant que possible. Donc quelques bonnes pratiques pour résumer. Donc, bien comprendre la proposition de valeur et challenger le business case. Donc c'est un peu, sur le business case, c'est un peu moins le cas sur les opérateurs. Néanmoins, sur le crédit digital, c'est quand même une discussion qui est très importante parce qu'elle permet de prévoir les liquidités, le risque et aussi la montée en puissance. Réaliser une matrice de risque sur le partenariat et discuter en interne. Et ce point-là, il est important notamment pour mobiliser plusieurs personnes en interne, justement pour discuter du service client ou de la qualité de service avec donc les personnes qui sont en charge, avec le service informatique, intégrer le service risque aussi dans ces discussions. Donc il faut vraiment que toutes les parties prenantes soient bien impliquées à ce stade-là et éviter autant que possible qu'elles le découvrent quand c'est trop tard. Discuter de la répartition des rôles et des incitations, donc ça on en a parlé. Et donc si possible aussi, une des bonnes pratiques, c'est d'échanger avec les autres institutions financières qui sont déjà partenaires avec l'opérateur. Ça permet de savoir où on met les pieds et c'est souvent une étape qu'on néglige et qui pourtant est importante. Sur la partie contractualisation, donc quelques points qui sont à garder en tête. Donc effectivement, avec les opérateurs télécoms, c'est compliqué de négocier les tarifs. Ce que peut faire l'institution, donc c'est déjà sur l'évolution des tarifs, bien cadrer les choses en disant que donc, l'opérateur doit bien l'informer en avance pour pouvoir en discuter, pour pouvoir négocier éventuellement avec une portée limitée, je dois dire, mais en tout cas de bien préparer le changement auprès de ses clients. Et sur la reconduction du contrat, ce qui est plus symbolique, on va dire, mais qui est quand même important, c'est d'éviter la clause sur la reconduction tacite pour en fait, prendre ce moment pour rediscuter du contrat et de la qualité de service et d'autres indicateurs avec le partenaire. Sur le niveau de service, donc on le disait, faire en sorte que le partenaire informe en amont autant que possible s'il y a une indisponibilité programmée. Voilà, c'est vraiment important pour prévoir la communication auprès des clients et éviter une rupture du service sauvage, si je puis dire. Et donc aussi ajouter une clause de pénalité en cas de non-respect du niveau de service, puisque c'est une perte de revenus pour l'institution financière. Donc c'est aussi quelque chose qui est à négocier avec le partenaire. Donc par exemple sur les niveaux de services techniques, donc ce qu'on appelle les service level agreements. Donc ça ce sont des critères, enfin des exemples de niveau de sévérité des différents incidents, principalement des incidents techniques, et des types de réponses que chacun des partenaires, surtout l'opérateur dans notre cas, va apporter. Donc ça c'est quelque chose qui normalement fait partie des annexes du contrat et qui décrit vraiment s'il y a un incident sévère, l'opérateur doit s'engager de répondre à tel jour, dans tel délai. Et ça, c'est vraiment, il faut le définir, il faut savoir qui contacter, comment le contacter, dans quel délai il va répondre, et comment escalader le problème si jamais il n'y a pas de réponse satisfaisante. Donc sur la contractualisation, donc un petit résumé de ce qu'on a dit. Donc pour l'accord de partenariat, prévoir un cas d'évolution des tarifs.
reconduction du contrat, éviter le tacite. Prévoir des plafonds et des deadlines pour le transfert de fonds quand c'est pertinent. Et aussi, donc, du point de vue de l'institution, anticiper les conditions de rupture. C'est toujours important de prévoir ça. Ensuite, donc, sur la propriété intellectuelle, c'est aussi un point important. Par exemple, quand l'institution financière met à disposition le scoring crédit, l'opérateur télécom, normalement, ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est quand même important de mentionner que la propriété revient à l'institution. Protection des données clients et aussi partage de la propriété des clients, comme on a eu par exemple pour la partie cross-sell. Gestion du branding et du marketing. Donc la propriété des clients, j'en ai parlé. Répartition des rôles pour la gestion des réclamations. Donc ensuite sur une partie plus technique, donc bien prévoir des obligations sur la détection et la résolution des fraudes internes. Donc par exemple, dès qu'il y a une fraude chez le partenaire, ils doivent en informer l'institution financière. S'il y a des pertes en cas de fraude, bien aussi clarifier qui prend en charge les pertes. Et donc, sur le niveau de service technique, comme je vous ai donné l'exemple tout à l'heure, bien décrire le processus d'escalade. Et donc aussi définir les objectifs en termes de disponibilité de service et mettre en place des pénalités quand nécessaire. Et donc, la bonne pratique, c'est celle que je vous disais tout à l'heure. Donc, dans les modalités du contrat, voire dans la discussion du contrat lui-même, impliquer les parties prenantes qui vont pouvoir éclairer les différents process et les différentes problématiques. Donc la cinquième étape, donc c'est pilote et implémentation. Donc ça, je pense que c'est assez clair. Donc, ça permet de bien tester le dispositif sur un périmètre réduit et puis d'ajuster les différents process. C'est aussi un dispositif qui peut être mentionné dans le contrat en disant que en fait, il y a des parties du contrat qui peuvent être revues à la suite du pilote, puisqu'on va avoir un premier retour. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui peut être gardé en tête. Là, je voulais vous donner un exemple sur la dernière étape, donc, qui est l'évaluation du partenariat. Donc, c'est une institution financière donc, qui était en partenariat avec un opérateur sur plusieurs services, donc avec les SSD, avec le bank to wallet, donc une dépendance très forte. Et donc finalement, l'opérateur décide d'augmenter les tarifs. Et donc, comme c'est un partenariat qui dure depuis plusieurs années, il y a aussi des interdépendances. Par exemple, les agents de l'opérateur, l'institution s'est aperçue qu'ils utilisaient le bank to wallet, wallet to bank classique pour gérer leur float, ce qui en fait qui génère des coûts assez importants pour l'institution qui paye des frais sur ça, alors que ce sont les agents de l'opérateur. Donc il y a pas mal de composantes dans cette relation qui est devenue complexe au fil du temps. Et donc au moment de revoir justement la tarification, c'était l'occasion pour l'institution financière pour faire le point sur le partenariat et de bien voir justement quels sont les différents aspects, quelles sont aussi les autres opportunités que l'institution pourrait mettre en place. Comparer aussi ce que fait l'opérateur avec d'autres de ses partenaires, d'autres institutions financières partenaires. Et donc, par exemple, c'était dans ces discussions-là où il y a eu aussi une mention de cross-selling aux agents de l'opérateur, puisque de toute façon, ils avaient déjà un contact avec l'institution financière.
Donc ça, c'est un cas, je dirais, particulier parce que c'est un partenariat de long terme et donc il y a beaucoup de choses qui s'accumulent avec le temps. Mais c'est vrai que cette occasion de prendre le temps de tout analyser, de faire le business case, de voir qu'est-ce que ça rapporte, qu'est-ce que ça coûte, ça permet aussi à l'institution d'avoir une vision claire du partenariat et d'ajuster certains points. Donc, voilà, donc, du coup, une dernière question. Okay. Bon, si je peux prendre une personne qui voit, voilà, quelles sont les bonnes pratiques qui vous paraissent la plus critique dans la construction d'un partenariat. Bon, c'est difficile d'en choisir une parce qu'il y en a beaucoup, mais peut-être celle qui vous a le plus servi ou celle qui vous semble vraiment importante. Je voulais juste dire, les SLI sont très importants, effectivement, comme vous l'avez mentionné, en fait, oui, ils nous disent, on intervient dans 1 heure, tout ira bien, mais il n'y a jamais des pénalités derrière, en fait, si ce n'est pas respecté. Donc ça, je trouve que c'est très important d'insister sur cet aspect-là, oui, c'est bon, hein. 99,9% de airtime, ce serait disponible toujours, sauf que dans la réalité, ce n'est pas le cas, et donc s'il n'y a pas de pénalité, voilà. Et puis en fait, je voulais juste mentionner sur la reconduction tacite du contrat. Effectivement, bon, si on peut pas l'avoir tant mieux, mais même si on l'a, on peut toujours revenir sur le contrat parce que c'est une reconduction tacite. Donc si on a des choses à dire, autant le dire avant le renouvellement. Mais c'est vrai que psychologiquement, on a moins tendance à le faire quand c'est une reconduction tacite. Et puis bon, c'est ce que je disais, hein, c'est symbolique, c'est une façon de marquer, mais aussi d'avoir en tête cette revue régulière. Donc voilà, en conclusion, voilà, je voulais rappeler les étapes qui sont importantes. Et effectivement, la contractualisation qui est bien au centre. Est-ce qu'il y a une question, du coup ? D'accord. Oui, parfait. Non, je disais, le pays digital, on l'a pas encore expérimenté au Mali. Oui. Est-ce que dans les autres pays, le taux de cas est assez élevé? Et comment se passe le recouvrement techniquement sur le terrain? En matière d'épargne digitale également, comment ça se passe dans la pratique? Donc sur le taux de défaut, c'est ça? Ça dépend vraiment des pays parce que effectivement quand ça a explosé au Kenya par exemple, ça a été voilà, les taux de défaut étaient très importants et surtout avec des impacts très importants parce que les clients, les mauvais payeurs étaient fichés au bureau de crédit, etc. Donc ça a été très compliqué. Bon après, aujourd'hui ça continue à être un produit qui peut avoir des taux de défaut importants, mais c'est ça aussi qui est important dans ce type de partenariat, c'est de faire des revues très régulières et surtout au début, parce que si une institution financière crée un scoring, donc normalement elle le crée sur la base des données qui sont fournies par l'opérateur telco, donc données telco et données nouvelles données. Mais bon, quand on lance un produit, il y a une part d'inconnu. Et du coup, ce rodage très progressif avec des points très réguliers et l'affinage du scoring, en fait, c'est ça aussi qui va permettre de bien maîtriser le risque. Merci beaucoup.